Je suis pas Charlie Hebdo, je suis Charlie Martel, oui. Vous comprenez que ça puisse choquer? Non, je m'en fous d'ailleurs. Mais ça choque qui, monsieur? Ça choquera que les cons. Même dans une période de deuil, vous comprenez que ce Au vu de la période de deuil où tout ça ne m'impressionne pas, monsieur. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très drôle. Et que parfois les gens comprennent pas pourquoi je le respecte, même si je ne soutiens pas tous ses combats et je ne partage pas toutes ses analyses. Le Pen est le premier à avoir annoncé et dénoncé non pas ce suicide français, mais cette tentative d'assassinat de la France éternelle. Moi, je considère les Juifs comme des citoyens comme les autres, mais pas comme des citoyens supérieurement protégés. Ils ne le sont pas plus que ne le sont les Bretons ou d'autres. Et on finirait par croire, M. Servan-Schreiber, qu'il en est ainsi et qu'il y aurait en quelque sorte deux catégories de Français, dont certains seraient légalement mieux protégés que les autres. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Je pense que c'est cette inquisition méticuleuse qui pourrait susciter des réactions de racisme. Donc je dis que le titre de Zemmour est mal choisi, ce n'est pas un suicide, c'est une tentative de mise à mort. On sait très bien d'où vient cette tentative de mise à mort. Elle a été faite d'ailleurs aussi bien par Charlie Hebdo, c'est-à-dire par les réseaux d'extrême gauche de type trotskiste et néo-trotskiste, que par les réseaux de la droite bancaire impériale américano-sioniste. Hein. Et en lisant le livre de Houellebecq, je pensais que ça serait la même chose, puisqu'on dit Zemmour-Houellebecq. Après 3 mois de zémourrie, on considère que c'est normal, nous, journalistes, de se faire le relais de cela, donc de vous le ne faites pas le distinguo, de le promouvoir. entre Zemmour et Houellebecq. C'est l'illustration du grand remplacement. Ça participe de ce qu'on reprochait aussi à Éric Zemmour, c'est-à-dire de la propagande de l'extrême droite sur le thème du grand remplacement. C'est-à-dire que l'islam, les islamistes viendraient au fond balayer la culture française et les Français et prendraient le pouvoir. Ceux qui disent ça n'ont pas lu le bouquin. Évidemment, le titre « Soumission » pourrait laisser penser que c'est la soumission de la France à l'islam de Koulibaly. Ce n'est pas du tout ça. Le terme « soumission » d'ailleurs renvoie à la vision traditionnaliste qui dit qu'une vie d'homme ne peut être vivable que dans une hiérarchie verticale qui fait référence à la loi naturelle et aux sociétés de transcendance qui sont les sociétés religieuses. Donc de ce point de vue-là, c'est de la part de Houellebecq, qui est un grand écrivain français, que je retrouve aujourd'hui dans son intelligence profonde, comme je l'avais découvert moi, puisque je suis un des premiers à l'avoir découvert, au moment de l'extension du domaine de la lutte, puis au moment de son grand roman qui était les particules élémentaires. Après, il était devenu beaucoup plus faible, il était passé de la critique du libéralisme libertaire à l'apologie, je dirais, de la liberté sexuelle, car je pense que son accession à l'argent, à la célébrité, qui lui avait permis d'accéder aux femmes, l'avait rendu fragile et l'avait affaibli du point de vue de son intelligence et de son talent littéraire. Aujourd'hui, il s'est retrouvé d'une certaine manière. Je pense qu'il a digéré son succès, sa célébrité, la question des femmes, la question de l'argent, qui sont des choses que j'ai digérées moi-même aussi et que n'ont pas digéré les 3/4 des merdeux qui sont sur Facebook. Et il a ressorti un livre qui est d'une grande puissance intellectuelle et d'une grande puissance politique. Et je le dis, ce livre, dont le titre est Soumission, et qui pourrait penser que c'est une soumission de la France humiliée et écrasée à un islam brutal et conquérant, ce titre Soumission renvoie à l'analyse qui est exactement la mienne, et qui est celle d'égalité et réconciliation, qui est finalement l'articulation d'une nation donc de la gauche du travail à la droite des valeurs. Hein. Et en réalité, ce roman, contrairement à ce que disent les journalistes, et même les musulmans qui sont venus en parler sans l'avoir lu, ou parce qu'en fait ils font le tapin pour l'Empire, est une apologie de l'islam et d'une façon générale des sociétés dont la religion est au-dessus du politique. L'homme occidental, notre culture occidentale, celle de l'individualisme, celle du libéralisme, elle est si creuse, elle est si finissante, si agonisante que ça? Ouais, il y a un manque de sens, il y a un retour du religieux qui me paraît difficile de contester, pas seulement l'islam, le catholicisme aussi, l'évangélisme aussi, donc il y a une montée du religieux. De plus en plus de gens ne supportent plus de vivre sans Dieu, la consommation leur suffit pas, la réussite individuelle leur suffit pas, ils veulent autre chose. C'est pas moi qui ai inventé le phénomène, vous le ressentez personnellement? Oui. Cette absence de sens. Oui, je ressens personnellement, en vieillissant peut-être, que l'athéisme est difficile à tenir. C'est douloureux. Le roman lui-même, qui n'est pas exactement ma vision, raconte en fait que la France totalement effondrée
par la vision marchande, donc la vision finalement démocratico-républicaine, la vision consumériste, le féminisme et la sexualisation marchande, c'est-à-dire tout ce que nous critiquons, moi, Marion Sigaud, et ce que critiquait le Houellebecq de l'extension du domaine de la lutte, finalement cette France, en 2022, est sauvée et entièrement redressée de façon gaulienne et remise au centre du monde post-méditerranéen, par l'élection d'un président musulman, mais pas d'un musulman radical ou pas, d'un Français de confession musulmane, né de l'immigration, mais finalement français depuis plusieurs générations, hein, comme le revendiquent aujourd'hui tous nos analystes juifs. Français de souche, comme vous et moi. Hein, et qu'en fait, grâce à ce président, qui s'appelle Ben Abbès, je crois, la France redécouvre son prestige du temps de Gaulle, redevient finalement le cœur de l'Europe, mais d'une Europe étendue à la Méditerranée. Il a un gros projet géopolitique qui est en fait de recentrer l'Europe vers le sud, en y incluant les pays du bassin méditerranéen. Une sorte d'empire romain, une sorte d'empire nouvelle romain version. Reconstitué, une paix romaine où la France joue un rôle moteur. C'est une divine surprise que finalement cette élection d'un président musulman est une divine surprise, car il en réalité se met entièrement ses valeurs, qui sont des valeurs de synthèse française, musulmane, et sa très grande intelligence et son très grand finalement patriotisme, il sauve entièrement la France sur le plan du chômage, sur le plan de sa position géopolitique, et il refait de la France la grande France de l'époque de Gaulle. Vous voyez, c'est ça le livre de Houellebecq. Je l'ai lu, et je me dis, Houellebecq, pour avoir écrit ce livre, doit regarder le site Égalité Réconciliation et mon travail depuis des années, car c'est un livre qui montre un écrivain qui a une très grande culture politique, contrairement à Nab, et qui surtout ne se réconcilie avec l'islam, alors qu'il lui avait déclaré une guerre stupide. À l'époque, il voyait l'islam comme une religion de tueurs de chameaux, car il n'y connaissait rien. Ça prouve que Houellebecq, qui est quand même un grand écrivain français et un type habité par le génie français éternel, s'est intéressé à la question musulmane en profondeur depuis des années. Sans doute as-tu lu des livres de chez Contre-Culture, a une vision aujourd'hui fine de la diversité de l'islam, sa complexité et de sa possible grandeur. Je trouve pas du tout que ce soit un islam radical dans mon livre, c'est au contraire une des variantes les plus douces qu'on puisse imaginer. Vous savez, c'est énorme l'étendue de l'islam. Entre le Maroc, l'Arabie Saoudite, l'Indonésie, il y a plus que des variantes, quoi. Il a produit une analyse de réconciliation nationale et de front de la foi qui rejoint beaucoup la vision de Civitas aujourd'hui, ma vision, même si je n'irai pas jusqu'à faire élire un président musulman. Hein. Moi, je voudrais le retour c'est un Poutine que je voudrais. Mais l'analyse de Houellebecq dans son livre rejoint aussi, c'est un autre paragraphe que je vais faire, exactement ce qu'a fait Poutine aujourd'hui avec la Tchétchénie d'hier et la Tchétchénie d'aujourd'hui et la relation Poutine-Kadyrov. На защиту народа и целостности России стал муфти и религиозный лидер Чечни Ахмад Хаджи Кадыров. У него не было армии, оружия и денег, но в его руках был священный Коран. Грозным оружием для него служили мужество, справедливость, иман и вера в свою правоту. Можно сказать, весь мир был против Ахмад Хаджи. Первым ему поверил, поддержал, протянул руку дружбы и помощи Владимир Путин. Сделать это было нелегко. Президент России вынужден был доказывать политикам, военным и всему народу, что именно Ахмад Хаджи сумеет собрать разорванный на части чеченский народ, вернуть мир и стабильность, справиться с международными террористами, пытающимися развалить страну. On voit aujourd'hui que Houellebecq, qui est finalement un Français, et pas du tout proche de Finkielkraut, et finalement bien plus français que Zemmour, et bien plus subtil qu'un crétin comme Nab, qui ne voit dans l'islam que le moyen de détruire la France et de châtier la France bourgeoise, à laquelle il appartient totalement en réalité, et qui est un caca nerveux, finalement, de gauchiste, de fils à papa. Si la France devient tétraplégique, alors là, enfin, on pourra s'en débarrasser, parce que le problème, c'est la France. C'est de ce pays pourri dont il faut se débarrasser. C'est là où Nab reste finalement un gauchiste intégral, qui n'est que dans la haine de son pays, et qui se prend pour quelqu'un qui est au-dessus, alors qu'en réalité, il incarne totalement la mentalité haineuse, froide, bourgeoise, qui est le peuple de France, qui est le peuple haïr, le peuple, le beauf de Cabu, vous voyez. Aujourd'hui, on a vraiment, une fois de plus, comme je l'ai toujours dit et intuitionné, une leçon de littérature et de génie français littéraire donnée par Houellebecq à Nab, qui ont été très proches physiquement à un moment donné. Et je dis le grand écrivain français, comme j'ai toujours dit, et par le style et par le fond, même avec une période un peu plus fragile, un peu plus faible, c'est Houellebecq. Et Nab, lui, est aujourd'hui dans l'effondrement intégral. Hein. C'est une certitude pour moi. Et donc, j'invite les musulmans et les Français
à lire le bouquin de Houellebecq, parce qu'aujourd'hui Houellebecq, je crois, a arrêté sa promotion parce qu'il a peur qu'on associe son livre au contexte actuel. Or, en réalité, le bouquin de Houellebecq, qui rejoint beaucoup mes analyses, les analyses des musulmans patriotes comme Kamel Béchik et les analyses des catholiques patriotes intelligents, qui est aujourd'hui la ligne de Civitas, Houellebecq est totalement en harmonie avec moi, je le dirais, qu'il l'accepte, qu'il le reconnaisse ou pas, hein, c'est objectif, avec moi, avec les catholiques de Civitas et avec les musulmans comment dirais-je, de Kamel Béchik. Et ça prouve que quelque part c'est un grand écrivain. Il est un écrivain balsacien, c'est-à-dire qu'il est un grand politique, hein, tout en étant un très bon styliste. Et donc je vous incite de manière presque amusée à lire le dernier Houellebecq et à voir que ce n'est pas du tout ce qu'on en dit. Voilà. Je ne suis pas du tout contre la remigration. Et je pense qu'elle est même nécessaire, mais je suis pour la remigration volontaire et positive, pas la remigration d'annonce, qui serait une déclaration de guerre à des gens qui sont nés ici, qui n'ont jamais connu le monde dont ils sont censés venir, parce que je pense que si on déclare une remigration de force, elle est impossible légalement et policièrement, et deux, ça poussera les gens à se radicaliser, à la refuser. Par contre, il y a une remigration qui va se faire de manière positive et naturelle et qui rejoint d'ailleurs les analyses qui sont les miennes et même celles du roman de Houellebecq. Nous avons un espace qui s'appelle la francophonie, qui est un espace essentiellement nord-sud, qui est les gens qui, même si parfois ils ne nous aiment pas beaucoup, ont été entièrement faits par le modèle français, ils parlent français, et finalement leur administration même est beaucoup sur le modèle français, et pas sur le modèle anglo-saxon. Je parle de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, d'une certaine Afrique francophone. Il y a énormément de choses à redéployer d'un point de vue économique, de même que nous avons des tas de choses à faire avec les Russes, à faire avec, comment dirais-je, cet espace francophone. Cet espace francophone pourra recréer une grande France économique si, et seulement si, des jeunes issus de l'immigration française et qui sont face à un chômage et à une saturation de l'économie française utilisent leur double culture et leur désir de self-made man et d'entrepreneur, car ils ont souvent en banlieue notamment une mentalité d'entrepreneur et pas de fonctionnaire et de comment dirais-je de RMiste. Si nous nous servons effectivement de ces gens qui seront à ce moment-là et seulement à partir de ce moment-là une chance pour la France, si nous leur permettons de retourner dans leur pays d'origine pour monter ce qu'on appelle des joint ventures, hein. Donc il y aurait dans cette remigration un redéploiement économique de la francophonie, et comment dirais-je, une construction gagnant-gagnant, qui consisterait à ce que des binationaux franco-marocains, franco-algériens, et aussi, je veux dire, des techniciens, des ingénieurs techniciens cadres français soumis au chômage et à la saturation française, puissent aller dans ces pays francophones pour redéployer une économie d'échange, matières premières, produits finis. En réalité, notre avenir, c'est la Russie de Poutine et la francophonie, c'est-à-dire les rapports nord-sud, ce qui serait enfin une relation vertueuse au monde musulman et au monde africain. Or, tout est en place pour le faire. Et moi, tous les gens que je rencontre qui sont proches de moi, issus de l'immigration, sont des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas 20 ans et qui ne trollent pas sur Facebook et qui ne racontent pas des conneries tout en dépensant le RSA, en passant leur journée sur Internet, mais qui sont des gens qui montent des structures économiques, souvent des structures économiques qui sont un pont entre la France, le Maghreb et l'Afrique francophone, et qui ne rêvent que de développer ça, de prospérer, c'est-à-dire de réussir leur vie en montant des entreprises, exactement comme j'ai monté moi des entreprises, c'est-à-dire de sortir de la fatalité du chômage et du quémandage à l'appareil d'État, hein, de donnez-moi du travail, donnez-moi des sous-sous, qui est toujours ce côté gauchiste et ce rapport infantile à l'argent, au travail et à l'État, mais qui effectivement veulent monter des entreprises pour devenir petits patrons, ce qui est très sain. C'est l'indépendance politique passe par l'indépendance économique, et l'avenir démocratique est un avenir, comment dirais-je, d'une fraternité de petits patrons. Et cette fraternité de petits patrons peut être une fraternité non seulement française, hein, c'est ce que j'appelais la réconciliation de la gauche du travail et de la droite des valeurs, du prolétariat et de l'entreprise locale et à échelle humaine, mais aussi une réconciliation franco-algérienne, franco-marocaine, franco-africaine, francophone, et non seulement par des Algériens, des Marocains
et des Français, mais par des gens qui, par chance, aujourd'hui, ont la double culture et la double nationalité. Tout ça est là à notre disposition, il suffit de le faire. Nous pouvons aujourd'hui redevenir la grande nation, tout en nous réconciliant avec nos anciennes colonies, tout en enfin utilisant intelligemment, non pas seulement par le sport, mais par l'entreprise, ces forces vives incroyables que nous avons dans les banlieues, et qui, quand elles sont mal utilisées ou pas utilisées, donnent la virilité négative d'un Koulibaly ou des frères machin, qui sont quand même des types qui, excusez-moi, avait plus de couilles qu'un charbe. Hein. Malheureusement, si toute cette énergie a été utilisée pour le mal, mais elle pourrait très bien être utilisée pour le bien. Je suis instructeur de boxe et je continue à instruire et à pratiquer. Il y a des réserves d'énergie en banlieue, de désir d'agir, qui sont vraiment des forces vives, ce qu'on appelle des forces vives. N'oubliez pas qu'une nation fragilisée est une nation qui n'a plus de jeunesse. C'est le problème de l'Allemagne, de la dénatalité allemande. N'oubliez pas que Poutine, dès qu'il a repris la main sur son pays, a relancé une politique familiale pour qu'il y ait à nouveau une jeunesse virile et pleine d'espoir qui a envie de s'investir pour elle-même, pour son avenir et pour son pays. Nous avons toute cette jeunesse en France. Et la plupart des gens, des Français issus de, comment dirais-je, de la France saharienne et subsaharienne, n'ont aucune envie de quitter le pays comme ça du jour au lendemain. Ils ont envie soit de réussir en France, soit d'utiliser leur double culture et parfois même leur double nationalité au service d'une réussite positive, qui est en général une réussite économique, car en fait il n'y a d'empire valide que des empires économiques, hein, que ce soit l'empire romain ou l'empire musulman bien compris, c'était toujours du religieux, du sacré, et du commerce, toujours côte à côte. N'oubliez pas, la mosquée, le souk pour le califat, et pour l'Empire romain, bien sûr, un empire à la fois militaire, de pacification et de sécurisation de voies de circulation, dans un but de commerce élargi, hein, et quand ça n'a plus fonctionné comme ça s'est cassé la gueule. Donc là, effectivement, je digresse, je donne des pistes de réflexion, mais je vous le dis, mon but, moi, c'est de faire monter le niveau. C'est pas la démagogie, c'est pas flatter. Je flatte pas le Gaulois blanc aux yeux bleus comme d'autres flattent le noir. Je fais pas semblant de pas comprendre. Je déclare pas des guerres à des gens qui sont déjà fragilisés. Je ne me trompe pas d'ennemis. Hein. Il faut bien rappeler la manière dont je me comporte moi par rapport à la manière dont se comportent les autres, que ce soit à l'extérieur de la dissidence ou à l'intérieur. Ce qui est très important aussi à analyser, c'est la manière dont la Russie de Poutine, qui s'est redressée par rapport à un effondrement lié à la période Gorbatchev-Eltsine, et qui s'est redressée dans un but d'aider le peuple russe, est aujourd'hui agressée très violemment par cet empire que j'appelle américano-sioniste, hein, avec toujours les médias qui font croire que c'est Poutine l'agresseur, exactement comme on nous fait croire que c'est le monde musulman qui agresse l'Occident tout-puissant. Le vrai projet poutinien, pour des tas de raisons, revanche par rapport à ce qui s'est passé, il veut casser l'Union européenne, qui est pour lui la bête à abattre et à laquelle il oppose un autre projet qu'il appelle l'Eurasie, une autre conception de l'Europe fondée alors sur de tout autre principe, le culte de la force, la méfiance vis-à-vis de la démocratie, le refus de la liberté. Aujourd'hui, Poutine, pour avoir refusé, après la mise à mort de Kadhafi, la mise à mort du régime syrien, a été agressé très violemment, d'abord en lui déclenchant une guerre à ses frontières, qui est la guerre ukrainienne, toujours sur les mêmes méthodes, hein, les méthodes qui ont été employées en France avec mai 68, méthode des révolutions colorées, etc., où on voit des gens qui sont très liés au sionisme international ne pas hésiter à utiliser des néo-nazis, hein, pour déstabiliser un pays et créer une guerre civile, en n'ayant aucun souci de l'effondrement de la vie, des qualités de vie au quotidien des populations, hein, car la guerre civile en Ukraine est une catastrophe pour les Ukrainiens, c'est une évidence. Там лежит труп гражданский. Какое ощущение? Никакого ощущения. Хочется, чтобы у те суки, которые на той стороне находятся, также прожили хорошо эту жизнь, как проживаем ее мы. Только мирное население никому не надо. Ни Европе, никому. Как во Франции убили людей, это все хорошо и показывают каждые 5 минут. А как у нас тут убивают людей через каждых 5 минут, никого не волнует. Никакой ни Европа, никого. А кто вас стреляет? Кто вы считаете? Куда бежать нам? Кто нам поможет? Et on voit bien qu'à cette attaque, je dirais, géopolitique et militaire, a succédé une attaque hyper violente qui est une attaque de la finance. Une ère nouvelle a commencé pour la Russie en mars 2014 avec l'annexion triomphale de la Crimée.
Pour la première fois dans l'ère post-soviétique, les puissances occidentales ont imposé des sanctions à la Russie. Appliquées aux particuliers au début, les sanctions se sont durcies avec le début de la crise en Ukraine orientale et le crash du Boeing MH17. Les marchés occidentaux des capitaux ont coupé leurs liens avec les entreprises publiques russes et les banques. Le pétrole est le poste le plus important des exportations russes. Son prix a baissé de plus de 40% depuis le mois de juin et le rouble a perdu la moitié de sa valeur en 2014 contre le dollar malgré les efforts de la Banque centrale russe. Il y a en plus de ça des sanctions. Conséquences chiffrées environ 60 milliards, ce qui signifie que pour la Russie, il pourrait manquer, en 2015, il va falloir qu'ils construisent leur budget là-dessus, il pourrait manquer 240 milliards, c'est-à-dire en fait 12% du PIB de la Russie. Et je rappelle bien, comme je le rappelle à Zemmour, qui fait toujours semblant de ne pas voir au-delà du problème de l'immigration incontrôlée et de l'islam radical. Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Le problème mondial, c'est bien le problème du capitalisme financier qui se situe à Wall Street. Et on voit bien que la guerre a été déclarée à Poutine par le monde financier de Wall Street. Et là, on voit bien que la fragilité momentanée de la Russie de Poutine, c'est que la Russie de Poutine est totalement imbriquée dans la finance mondiale. Et la finance mondiale est mondialisée et est américaine et américano-sioniste. C'est une évidence. Et aujourd'hui, nous avons donc un affaiblissement de la Russie de Poutine par une attaque financière, notamment même contre le prix du baril, qui est une spéculation financière, puisqu'en fait le premier revenu de la Russie, c'est sa vente d'énergie, de pétrole et de gaz, et vous savez que le prix du gaz est étalonné bizarrement sur le prix du pétrole, ce qui affaiblit en même temps la Russie, l'Iran et le Venezuela, ce qui est quand même pas étrange, puisque ce sont les trois piliers de résistance à l'Empire et les trois piliers de l'alternative multipolaire, et on voit bien que cette attaque oblige finalement Poutine à faire pression sur le monde financier russe, qui était très imbriqué avec le monde financier mondialisé, donc américain, à s'autonomiser et à créer, une entité financière indépendante et un peu autonome avec la Chine. Donc c'est une histoire qui se joue en ce moment de manière accélérée sur les 2 prochaines années. C'est est-ce que Poutine va réussir à échapper à la violence de la finance mondialisée en montant une finance alternative, et donc quelque part qui permettra une certaine multipolarité de la finance, en créant un système de carte bleue russo-chinois, des réserves russo-chinoises, une alternative au FMI russo-chinoise, une alternative à tout ce qui a été créé par Bretton Woods et qui est la domination totale de l'Amérique impériale sur le monde par le FMI, la réserve fédérale américaine, le dollar, le pétrodollar, etc. Toutes ces analyses que je diffuse comme les diffuse Jovanovic depuis des années, Jovanovic et d'autres, et Pierre Hillard, etc., etc. Donc là se joue dans les 2 ans la question de savoir si Poutine va être écrasé par cette attaque, double attaque géopolitique et militaire à ses frontières, et cette attaque plus perverse qui est l'attaque de la finance mondialiste, qui aussi le met en porte-à-faux par rapport à certains oligarques russes qui se montrent moins patriotes que soucieux de leurs intérêts immédiats, parce que ça les affaiblit. Et est-ce que Poutine va réussir à répondre à cette attaque en montant une alternative qui peut s'avérer très dangereuse pour l'hégémonie financière américaine, car si Poutine y arrive, c'est la fin du dollar. Donc en fait, on voit qu'il y a une guerre à mort qui a été déclenchée par la finance mondialiste et impériale contre Poutine, mais qui peut avoir comme conclusion à terme la mise à mort, en fait, de la domination du dollar. Puisque, pour résumer, c'est ça qui est en jeu. Et si c'est Poutine qui gagne, c'est la fin de la domination impériale et du rêve impérial, qui est le projet mondialiste. Ce qui veut dire que les Américains, qui ont déclenché cette guerre financière contre Poutine, si à un moment donné ils voient qu'ils vont la perdre, et à mon avis ils ne peuvent que la perdre à terme, en fait ils jouent sur la vitesse là, mais tous les fondamentaux donnent à moyen terme et à long terme une victoire à l'alliance, on va dire, russo-chinoise. Ce qui veut dire que la seule solution des Américains, avec l'effondrement du dollar, pour ne pas renoncer à leur hégémonie mondiale, sera quoi ? Le complexe militaro-industriel. La Chine a dévoilé une nouvelle hausse importante de son budget militaire. Une hausse de 12,2% cette année. De quoi alimenter les inquiétudes de ses voisins asiatiques et des États-Unis. Avec près de 96 milliards d'euros, le budget de la défense chinoise est le 2e plus élevé du monde après celui des États-Unis. Ce qui veut bien dire que nous sommes dans une situation d'avant 3e guerre mondiale, dont les États-Unis, l'empire américain, c'est pas le peuple américain, et le système de Wall Street, c'est-à-dire ce que j'appelle l'empire américano-sioniste, portent l'entière responsabilité. Et c'est ça là-dessus qu'on pourrait peut-être conclure, c'est que la violence du monde aujourd'hui
et, comment dirais-je, a pour responsable et pour moteur l'empire américano-sioniste. Tout le reste n'est que des effets. Hein. Ce qui est causal, c'est ça. Hein. Poutine ne fait que se défendre, et toutes les perturbations que nous subissons aujourd'hui, avec notamment de la délinquance, de l'islam radical, hein, qui a produit ce qu'il a produit récemment, n'est jamais que la conséquence de la violence, de la malhonnêteté et de l'illégitimité de l'empire américano-sioniste malheureusement dominant. So I'm very sad that journalists in UK do not support us, that journalists in UK betray what journalism is about by thinking that people cannot be grown enough to decide if a drawing is offending or not, because you're not even showing it. It's this, which is completely crazy, that in UK you cannot show a simple drawing as that. So with Mohammed here at Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended by that. As you know, here in Sky News, we've taken the editorial decision not to feature the cover of Charlie Hebdo. Colère et folie anti-française au Niger. Des manifestations anti-Charlie Hebdo ont dégénéré aujourd'hui à Niamey, la capitale, et 3 églises ont été incendiées. L'ambassade de France a invité ses ressortissants sur place à éviter toute sortie. D'autres émeutes à Zinder, 2e ville du Niger, ont fait hier 4 morts et 45 blessés. Presque au même moment, des manifestants anti-Charlie Hebdo font également face à la police en Algérie, en Jordanie ou encore au Pakistan, où de violents heurts ont éclaté devant le consulat français. Conséquence directe de ces événements, plusieurs ambassades de France à l'étranger ont renforcé leur sécurité, comme ici à Moscou. Les symboles de la France sont désormais des cibles potentielles. L'armée participe activement à la lutte contre le terrorisme, comme la police. L'armée qui participe non seulement dans l'Hexagone, mais aussi à l'étranger. Ainsi, le porte-avions, le Charles de Gaulle, vient-il d'appareiller de Toulon pour se déployer vers l'océan Indien et renforcer le dispositif contre Daesh au-dessus de l'Irak. Le Parlement a autorisé à l'unanimité, la prolongation de la mission de nos forces en Irak. Au cours des 3 prochaines années, ce sont donc 2680 emplois supplémentaires qui seront consacrés à la lutte contre le terrorisme dans les services régaliens de l'État et dans les juridictions. Création d'un fichier de personnes condamnées pour terrorisme ou membres de groupes de combat. Elles devront déclarer leur domicile et se soumettre à des obligations de contrôle. Création d'une unité de renseignement au sein de la protection judiciaire de la jeunesse pour tenter d'identifier toute radicalisation en milieu ouvert. Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira sont chargés de faire d'autres propositions dans le plus bref délai, principalement pour le contrôle d'Internet et les réseaux sociaux. Certains souhaitaient que le gouvernement adapte à la française le Patriot Act, mis en place aux USA après le 11 septembre. Cela semble écarté pour l'instant.